Actualité TVCO, édition du 18 septembre. Bienvenue aux Actualités TVCO. On a plusieurs reportages pour vous cette semaine. Dans un premier temps, les députés du Bloc québécois, Caroline Desbiens et Martin Champoux, députés de Drummond, ont rencontré cette semaine les élus et les représentants des médias régionaux afin de parler d'Internet haute vitesse et de câblo-distribution. Ça a été l'occasion pour les intervenants locaux de faire part de leur récrimination quant au service qui nous est offert dans la région. Dans un deuxième temps, mais vous savez sans doute que la sculpture Libertatis est en construction à la Malbaie et Daniel Biru s'est entretenu avec Bénédicte Séguin, une des artistes qui participent à la réalisation de cette œuvre collective. Le week-end dernier, c'était le week-end du patrimoine religieux et pour cette occasion, bien, Éric Chaput a décidé de nous faire découvrir un trésor caché. On parle ici de l'église Murray Bay à la Malbaie et de son magnifique orgue Casavant. On a un beau reportage là-dessus. Aussi, bien, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est une fille de Baie-Saint-Paul qui a remporté le prix canadien d'auteur-compositeur country de l'année, décerné le 11 septembre dernier par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Alors, on s'est entretenu avec Mme Jarry à ce sujet. On l'a félicitée, puis elle nous parle un peu de l'origine de son bonheur à chanter du country. Le Carrefour culturel Paul Méléric présente 3 nouvelles expositions et Normand Gauthier et Pascal Pelletier se sont entretenus avec les artistes qui ont créé pour l'occasion une œuvre collective. Enfin, bien, dans Charlevoix, la semaine dernière, c'était l'Ultra Trail Arikana. Il y a plusieurs centaines de coureurs de haut niveau qui ont parcouru des distances incroyables à partir du Mont-Grand-Fond. Et Maxime Jaudoin était sur place. Il nous a préparé un beau reportage là-dessus. Et enfin, pour terminer l'émission, comme à l'accoutumée, je vais m'entretenir avec Maxime Jaudoin de Sport local et également des faits saillants des grandes ligues. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Les députés du Bloc québécois, Caroline Desbiens et Martin Champoux, ont rencontré les élus ainsi que les représentants des médias régionaux la semaine dernière pour parler Internet haute vitesse dans la région et ainsi que des services offerts par les câblo-distributeurs. Alors, on a rencontré Mme Desbiens, M. Champoux, après leur rencontre. Oui, exactement. C'est de ça qu'on a parlé en grande majorité. On a parlé aussi des dangers des gros fournisseurs qui arrivent ici, qui menacent aussi les télévisions communautaires, entre autres, et l'enjeu de la diffusion. Donc, on a parlé de tout ça et ça nous a permis, nous, de se faire une tête là-dessus. Et dans les prochains jours, évidemment, on va alimenter toute notre équipe de recherche et le chef pour être capable de mettre nos recommandations et nos propositions au gouvernement de plus en plus fermes. On l'a dit tantôt avec Martin, on a été patient. On a un bon interlocuteur. On ne peut pas dire que M. Guilbeault n'est pas à notre écoute. Il nous répond quand on l'appelle. Mais là, on sent, on a compris qu'il fallait lui laisser un peu de temps. On a entendu. Mais là, on sent que la prorogation et tout, là, ça nous a comme mis un petit peu d'eau sur le feu, disons, et d'huile sur le feu. Et on s'en va vers quelque chose de probablement plus incisif. Au Bloc, on s'est donné ce mandat-là de bousculer un peu les choses, leur faire comprendre que ça n'a pas de bon sens, qu'on va manquer le bateau, qu'on manque le bateau à plusieurs niveaux à cause de cette lourdeur-là. Et on veut vraiment sensibiliser le gouvernement là-dessus. On verra bien ce que ça donne, mais c'est vraiment le but ici de faire écho de vos demandes, en fait. On est là pour ça. Alors, on a les mêmes problèmes de cohabitation entre les petites entreprises de télécommunications qui veulent offrir un service à leurs citoyens et les grosses entreprises qui détiennent souvent l'argent, souvent un quasi-monopole et qui jouent un petit peu des gros bras pour maintenir cette espèce de position de force sur le terrain. Alors, nous, on pense que le besoin est pressant. Je pense qu'avec la pandémie, on a bien réalisé là, que Internet haute vitesse, c'est un service essentiel qui ne doit pas être limité seulement au centre-ville et aux régions plus peuplées. Il faut que ce soit accessible à tout le monde, travailleurs autonomes, travailleurs en télétravail, les petites entreprises aussi, puis aussi pour l'attraction de la main-d'œuvre, puis pour le redémarrage de l'économie. Ça va nous prendre des infrastructures Internet efficaces, adéquates et très accessibles. C'est un plan de relance qu'on veut faire à la grandeur du pays. On veut que ce soit efficace. Ça nous prend le coffre à outils.
approprié pour ça. Et on pense qu'Internet haute vitesse, c'est l'outil principal que ça va prendre dans le coffre. Donc, il y a assez de place dans le marché pour tous les joueurs, petits et grands. On veut s'assurer que les petites guéguerres qui empêchent les petits joueurs disponibles et disposés maintenant à offrir le service et à installer les infrastructures ne se fassent pas mettre des bâtons dans les roues par les gros joueurs. Mais c'est pas logique qu'il y ait des délais d'1 an et demi, par exemple, pour libérer, si on veut, les permis pour l'accessibilité à un poteau pour l'installation. Pendant ce temps-là, qui paye pour ça? Bien, c'est la société en général, les citoyens, les entreprises qui veulent prospérer, qui veulent se développer, qui veulent se relever d'une crise. Alors, il y a disons qu'il y a certains outils qui ont été mis en place récemment et les initiatives sont plus venues de Québec, hein, curieusement, avec une table de coordination qui a été mise en place par le MEI, qui invite tous les intervenants dans les dossiers particulièrement problématiques à s'asseoir autour d'une table et à discuter pour voir comment est-ce qu'on peut dénouer ces impasses-là. On me dit qu'il y a des résultats, on me dit que c'est encourageant, mais ça ne va pas encore assez vite, parce qu'il y a encore des permis qui ne sont pas délivrés pour des raisons qui ne sont pas nécessairement justifiées. Alors, il faut raccourcir les délais, et on va mettre la pression, comme Caroline le disait tantôt, sur le gouvernement pour que les délais prévus d'installation Internet haute vitesse pour l'ensemble des citoyens soient raccourcis. On ne peut plus parler de 2026, 2030, là. Je veux dire, on est dans l'urgence maintenant. Alors, il faut que les bottines suivent les babines et que le gouvernement reconnaisse et agisse comme étant un service essentiel, comme quoi Internet haute vitesse est un service essentiel pour tous. Il existait une crise des médias avant la pandémie. Cette crise-là était urgente. On devait la régler de façon urgente. Il y avait même des plans qui étaient proposés, qui étaient mis en place avant la pandémie. La pandémie est arrivée. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Pensez-vous que les problèmes se sont réglés? Bien, pas du tout. Ils se sont amplifiés. Et l'aide qui a été apportée aux médias, que ce soit les médias écrits, mais particulièrement les médias régionaux, bien, l'aide n'était pas suffisante et elle ne l'est toujours pas suffisante. Alors, encore une fois, il faut reconnaître que l'information régionale passe par les médias régionaux et qu'il faut aider ces médias-là à passer à travers la crise. Et de ne pas le faire, bien, c'est se condamner à faire en sorte que les régions soient ni plus ni moins isolées du reste du monde. Et puis ça, c'est inacceptable. Les gens voient une nouvelle sur Facebook et puis, ben, j'ai pas vu ça sur Facebook, cette nouvelle-là. Mais cette nouvelle-là, elle a été pondue par un journaliste qui s'est levé de chez eux le matin, qui est allé chercher la nouvelle, qui a préparé son reportage, qui l'a écrit, qui l'a enregistré et qui l'a diffusé. Et Facebook, tout ce que Facebook a fait, c'est de prendre ce contenu-là et le rediffuser sur sa plateforme. Ce qui fait que le créateur de ce contenu-là ne reçoit pas une scène pendant que Facebook, pour ne nommer que Facebook, mais tous les GAFA, tous les géants du Web, utilisent ce contenu-là sans vergogne, sans avoir un sou à dépenser en redevance, ce qui fait en sorte que, ben, on paye, eux autres s'enrichissent, ne paient pas de taxes sur le revenu d'entreprise au Canada, ne payent aucune redevance pour le contenu qu'ils utilisent. Je veux dire, où est-ce qu'on est gagnant là-dedans? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on fait peut-être rire de nous un petit peu? Alors, il faut avoir le courage de taxer ces entreprises-là qui font de l'argent carrément sur notre dos, sur le dos des créateurs de contenu. Ce qui est information locale, régionale, est fondamental dans nos secteurs. Et dans nos secteurs d'activité, nous, comme bien d'autres. Mais l'information passe par les télécommunautaires, par les radios, par les journaux, écrits, Internet. Et il faut que les gens aient accès à ça. La démocratie locale est fondamentale dans un milieu pour son développement, pour son enrichissement, pour ses projets. Il y a là tout un enjeu qui doit être traité avec beaucoup d'importance, alors que souvent, on navigue dans les hautes sphères des milieux urbains, alors que nous savons tous que la base de l'économie d'un territoire, d'un État, c'est porté par les régions. Il faut se le dire. Et c'est toujours les derniers desservis. Alors ça, il faut vraiment que ça change, surtout en période de relance économique, de retour à une certaine normalité. Il faut avoir absolument accès à Internet haute vitesse. C'est devenu, je disais tantôt, les gens achètent des maisons, veulent acheter des maisons dans Charlevoix, puis ils s'informent. Avant, on s'informait s'il y avait le réseau d'aqueduc, s'il y avait le réseau d'eau potable. Là, on a ajouté l'Internet haute vitesse. C'est pour vous dire à quel point c'est fondamental. Et pour le développement d'une région comme la nôtre, il faut que les gens qui s'en viennent ici aient le goût de s'en venir ici, puissent faire du télétravail. C'est la base de tout. Libertatis, c'est le nom de la sculpture monumentale qui est actuellement en construction à la Malbaie. Et pour connaître la genèse de ce projet, Daniel Biru a rencontré une des artistes qui participent à ce projet, Bénédicte Séguin. On l'écoute à l'instant.
C'est la Ville de la Malbaie qui a fait un appel de dossier, puis il y a des artistes qui ont déposé, puis c'est notre projet donc, qui a été choisi. Le titre de l'œuvre, c'est Libertatis. C'est un peu ça, donc c'est se libérer un peu du confinement, puis continuer à vivre, puis sortir la vie des barreaux. Là. Fait qu'on va voir présentement, on a fait la structure en barreaux, puis après ça, là, on a commencé à faire les branches puis les feuilles qui vont émerger de la sculpture. Le personnage est comme en position aussi, en mouvance. Donc, on n'est pas pris sur place et ça continue à cheminer. Puis c'est très impressionnant quand même de voir un personnage comme ça, très grand. Là. Fait que, puis avec les plantes et la végétation, c'est vraiment vivant. Là. Je pense que les gens vont se sentir bien. C'est un peu pour souligner qu'est-ce qu'on a tous vécu là, avec le COVID puis le confinement et tout. La thématique, c'est des barreaux. En fait, tout le personnage est fait en barreaux. C'est pour montrer un peu le confinement puis toute cette espèce de prison qu'on s'est créée nous-mêmes. Mais à l'intérieur de l'œuvre, il y a des plantes puis il y a des fleurs qui vont pousser pour montrer la vie puis qui va remporter là, sur l'espèce de cloisonnement qu'on a vécu. Puis c'est Jimmy Perron, en fait, artiste en art visuel et multidisciplinaire, là, qui nous a apporté la thématique. Puis moi, je suis joaillière avec les plantes et tout, c'est ce que je fais dans mon métier. Puis Marc Douénard, lui, qui est forgeron, donc qui va assurer la structure puis toute la technique derrière. C'est quand même une œuvre monumentale là, qui fait comme 15 pieds de haut. Là. Puis l'installation va se faire pour la fin octobre, donc c'est à l'intérieur de quelques mois. Oui, bien en fait, la base est en béton, donc pour être vraiment bien ancrée dans le sol. Puis la structure est toute en acier. Puis ça va être monté comme ça. Il va y avoir de l'acier qui est tordu là, à la forge et tout ça. Tout est forgé. Puis il va y avoir des découpes aussi qui vont être terminées à la forge pour donner les fleurs et tout. Puis il va y avoir du bronze aussi pour donner de la couleur. Les éléments vont être patinés par le temps, mais ils vont être aussi patinés avec des ajouts de cire ou de vernis là, pour durer dans le temps. Les 12 et 13 septembre dernier, c'était les Journées du patrimoine culturel au Québec et à cette occasion, Éric Chaput s'est rendu à la Malbaie pour nous faire découvrir un trésor caché. Il s'agit de l'église protestante de Murray Bay. On écoute ça à l'instant. Dimanche 13 septembre 2020, à la Pointe-aux-Pics. Attirés par un air familier, nous entrons, pour la première fois, dans une église de tradition anglicane et presbytérienne. C'est une pièce qui est surprenante. Au début, ça commence très doux, comme les vents et marées, mais comme le fleuve peut nous surprendre, on peut avoir beaucoup de ressacs. Par quel ressac Gina Savard, francophone, catholique, a-t-elle été emmenée à jouer ici, en terre protestante et anglophone? L'été, souvent, je marchais le long du fleuve, la promenade Champlain. Et lorsqu'il fait très chaud, donc j'entrais dans cette chapelle, c'est toujours frais ici. Je trouvais l'atmosphère très impressionnante. De fil en aiguille, Gina s'introduit dans la communauté de Murray Bay. Et elle m'a dit justement, on cherche un organiste. Il n'y a personne, parce que souvent, ce sont des gens de Québec qui descendaient pour les offices, dont un par semaine, un office le dimanche. Donc, c'était parfois plus difficile. Et suite à ça, je me suis introduite dans le dernier office en 2007. Et depuis 2007, je n'ai pas manqué un office. En jouant la mère de Charles Trenet, Gina Savard rend hommage à l'un des membres importants du conseil de l'Église, décédé dernièrement. Cette pièce, je la fais en mémoire de M. John Bross. Lorsque je jouais cette pièce-là, pour lui, ça symbolisait les vacances. On sent la cornemuse, on dirait. C'est impossible de parler de l'histoire de l'église de Murray Bay sans parler de la villégiature à la Malbaie. Et
particulièrement des grands villégiateurs qui l'ont marqué. On remonte à 250 ans quand on parle de l'histoire de la villégiature ici. Ça commence avec John Nairn et Malcolm Fraser, les deux seigneurs qui possédaient des terres de chaque côté de la baie de la Malbaie. Et donc, dès qu'ils sont arrivés dans les années 1760, ils ont fait venir des gens, des amis, entre autres des Écossais, en les attirant, entre autres, à travers la pêche, parce que les Écossais sont des grands friands de pêche au saumon. Et dans Charlevoix, on sait, la pêche au saumon est particulièrement bonne. À l'âge d'or de la villégiature dans Charlevoix, qui a été dans les années 1920, le président des États-Unis, William Howard Taft, a fait de la Malbaie son lieu de vacances. Donc, à chaque été, il revenait passer des vacances avec sa famille ici. Il venait pour pêcher, il venait pour jouer au golf également. On dit d'ailleurs, il paraît qu'il était encore plus fier de son titre de président du club de golf qu'il l'était de celui de président des États-Unis. D'ailleurs, le président Taft, qui avait sa résidence ici, au boulevard des Falaises, disait que l'air de Charlevoix, c'était comme un vin pétillant. Cette chapelle est très reconnue ici, là, à Murray Bay. Le domaine Forget vient souvent faire des concerts l'été. Pour tout ce qui est le violoncelle, les orchestres de chambre, c'est magnifique, là. Avec les boiseries, le son est pur et il n'y a pas vraiment d'écho. Et ça rend honneur, là, à notre Église. Les vibrations de l'orgue se répercutent sur les murs boisés de l'église, où l'on remarque des vitraux, des plaques commémoratives. Ce qu'on trouve particulièrement à l'église de Murray Bay, qui est peut-être inhabituel, bon, il y a des vitraux qui sont particulièrement intéressants, dont le magnifique vitrail Art Nouveau qui a été réalisé par Tiffany. Mais on voit aussi plusieurs plaques sur les murs, des plaques qui rappellent les donateurs, les membres de la communauté, des anciens trustees, des anciens marguilliers de l'Église, donc des gens qui ont été très attachés à la communauté. Comme on le voit dans le cimetière, on a quelques personnes qui ont été enterrées dans le cimetière, qui ont décidé de faire de leur lieu de dernier repos l'Église de Murray Bay. On a eu plusieurs mariages également qui ont été célébrés, des villégiateurs qui tenaient, qui aimaient tellement ce lieu-là, qui aimaient tellement la Malbaie, qui aimaient l'Église, qui se sont dit « c'est là que je vais me marier, c'est là où je passe les plus beaux moments de ma vie ». C'est aussi un mariage qui relie Gina à l'orgue Casavant de Murray Bay Church. C'est une orgue Casavant, des frères Casavant à Saint-Hyacinthe. Il y a 400 tuyaux et 400 flûtes. Donc, lorsqu'on varie les jeux et qu'on veut développer la puissance là, de cet orgue, c'est très impressionnant. Orgue à vent dit vent. C'est un instrument à vent. Avant l'électricité, qu'il y ait une soufflerie externe électrique, là, il y avait une pompe. Et souvent, un adolescent là, qui avait veillé un peu tard le samedi et qui, le dimanche, devait pomper l'orgue pour donner de l'air, c'était assez spécial. Souvent, quand l'organiste trouvait qu'il manquait d'air, sur l'orgue, il y a une petite touche et c'était la fée clochette. On réveillait soudainement là, l'adolescent qui ne voulait peut-être pas venir toujours à l'office dominical. Je ne suis pas protestante, je ne suis pas anglophone et je ne suis pas villégiatrice, mais je me suis toujours sentie très accueillie dans cette communauté-là. Les gens, les villégiateurs veulent s'ancrer dans la communauté et ils accueillent à bras ouverts tout le monde. On venait ici pour se soigner, respirer l'air pur. C'est encore ça aujourd'hui. Les touristes qui viennent, on entend parler d'autres langues. Les lieux de culte comme lieu d'accueil, voilà peut-être, en ces temps incertains, la pensée qui s'impose. Quoi qu'il advienne, les portes de l'Église seront toujours ouvertes. Je rêve depuis longtemps d'avoir... La Socan tenait le 11 septembre dernier son gala Country 2020
qui visait à récompenser les meilleurs artistes dans le domaine du country d'un océan à l'autre. Alors, il y avait à la fois des gens qui sont dans le country au Québec et des gens aussi qui sont au Canada. Et imaginez-vous que dans la section auteur, compositeur, interprète, c'est une fille d'ici qui a remporté le Grand Prix SOCA 2020, Madame Léa Jarry, une fille de Baie-Saint-Paul. Puis on a voulu savoir comment tout ça se déroule, comment tout ça s'est déroulé. Alors, on l'accueille à l'instant. Léa Jarry, bonjour. Bonjour. Léa Jarry, j'aimerais savoir, vous vous présentez comme une fille de Baie-Saint-Paul. J'aimerais savoir, est-ce que c'est à Baie-Saint-Paul que vous avez rencontré l'amour du country? Absolument. C'est à l'adolescence. Je me rappelle encore du moment où j'ai découvert cette musique-là. J'étais chez mon père à la maison, puis je suis passée devant la télé, puis c'était à CMT, le poste de vidéoclip de country. Oui. Puis j'ai vu un vidéoclip de Carrie Underwood, qui est une de mes chanteuses préférées dans le country. Puis la première fois que j'ai vu ça, je suis vraiment restée figée. Je suis restée debout devant la télé à écouter ça. Puis il y a vraiment un déclic qui s'est passé à ce moment-là. Puis j'ai pas arrêté d'écouter du country depuis. Il y a un déclic country qui s'est fait à ce moment-là, mais le déclic pour devenir chanteuse, auteur, compositeur, interprète, il s'est fait à quel moment, lui, ce déclic-là? Ah, ça, c'est depuis que je suis toute petite. Là. J'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit. Quand j'étais au secondaire à Polyvalente à Baie-Saint-Paul, j'ai fait secondaire en spectacle une couple de fois. OK. Puis c'est toujours super bien passé. On s'est rendu au régional. J'avais gagné plein de prix là-bas. Fait que ça m'a vraiment donné confiance. Je remercie encore d'ailleurs Manuel Dubois qui organisait ça à l'époque. Je sais pas lui qui organise encore, mais on était tellement bien accompagnés. Puis ça a été vraiment... je pense que j'ai toujours su que je voulais faire ça, mais ça m'a donné vraiment la confiance de me dire « OK, je peux vraiment le faire. » Fait qu'après ça, je suis partie pour étudier en musique, puis tout s'est enchaîné. Bien, justement, quand on décide de faire carrière dans la chanson, dans le country comme vous l'avez fait, quels sont les sacrifices que vous avez dû vous imposer? Parce que ce n'est pas arrivé sans travail, ce qui vous arrive, la belle récompense que vous méritez cette semaine. Non, bien évidemment, le premier sacrifice, ça a été de quitter Charlevoix, là, de devoir m'installer à Montréal, moi qui n'ai pas une fille de ville du tout, d'être loin de ma famille et de mes amis. Ça a été la première grosse étape. Encore à chaque jour, je m'ennuie de notre place, je m'ennuie des gens, je m'ennuie de la chaleur de Charlevoix. Mais je le savais qu'à Montréal, ça bouillonnait de la culture, puis je savais que j'allais pouvoir avancer plus vite en étant ici. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus gros sacrifice que j'ai fait. Sinon, ben, c'est des années de travail, c'est sûr. J'ai étudié au cégep à l'université en musique pour être certaine d'avoir tout le bagage comme musicienne. Puis ensuite, ben, ça a été beaucoup d'années de travail aussi. J'ai travaillé comme chanteuse pigiste dans plein de spectacles de revue musicale, de comédie musicale pour apprendre un peu mon métier, dans le fond, dans un contexte où j'avais pas nécessairement le spotlight sur moi. T'sais, avant de sortir mes propres chansons, j'ai travaillé un peu dans l'ombre, si on veut. Puis ça a été vraiment bénéfique parce que quand j'en suis arrivée au moment où j'ai décidé de vraiment présenter mes compositions puis que je me concentrais à 100% là-dessus, j'avais déjà un bagage derrière moi. J'avais déjà une dizaine d'années d'expérience sur scène. Oublie tous nos détours, tu resteras toujours le trésor de la lignée de nos beaux jours. Vous portez 3 chapeaux, auteur, compositeur, interprète. Lequel est le plus facile à porter et lequel est le plus dur à porter pour vous dans ces 3 chapeaux? Ah, c'est une bonne question. C'est tellement 3 métiers différents qui se complètent. Je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience comme interprète. OK. Je dis ça, mais en même temps, c'est pas vrai parce que j'écris depuis que je suis toute petite, mais sur scène, c'est l'interprète, évidemment, qui prend toute la place. Donc ça, j'adore ça. C'est vraiment sur scène que je me sens bien. Le côté auteur-compositeur, c'est plus au quotidien parce que je suis toujours en train d'écrire, je suis toujours en train de penser à des idées de chansons. Ça, c'est une discipline au quotidien, écrire. Exactement. Vraiment, c'est un muscle. Il faut l'entraîner. Si tu arrêtes d'écrire dans 6 mois, ça va être dur de se remettre dedans. C'est vraiment comme un sport. Il faut continuer à travailler le muscle. Puis, c'est vraiment mais moi, j'adore ça. Ça me passionne autant qu'être sur scène. C'est vraiment 2 trucs qui sont extrêmement différents parce que sur scène, tu as l'énergie des gens, c'est flamboyant, tandis que l'écriture, c'est extrêmement solitaire. Mais ouais, les 2 se complètent, ça fait partie de ma personnalité, tout ça.
Dites-moi, vous êtes, il faut le dire, en ce qui a trait de votre carrière solo, vous êtes en début de carrière. Qu'est-ce qu'un prix comme celui-là va changer et qu'est-ce que ça vous réserve pour les prochains mois? Qu'est-ce que ça va changer? En fait, je pense que c'est juste un espèce de saut de... Ça me donne comme une crédibilité aux yeux des pairs, aux yeux du milieu, une crédibilité de plus. On en avait déjà eu, on travaille fort avec mon équipe pour s'installer depuis un an, depuis que j'ai fait mon premier EP. Mais évidemment, oui, ça aide au niveau de tout ce qui est vente de spectacles et tout ça, d'avoir ce prix-là en arrière de moi. Ça fait en sorte que peut-être on passe pas en premier, mais tu sais qu'il y a quand même un espèce de regard qui est ajouté là, par rapport à ça. C'est une espèce de consécration que vous avez obtenue pour vos nombreux efforts, je dirais, des 20 dernières années, 30 dernières années, depuis que vous êtes petite, que vous y rêvez. Je sais que c'est difficile en temps de pandémie. Vous avez quand même quelques dates de spectacles d'afficher. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va avoir le plaisir de vous avoir un jour à Baie-Saint-Paul? Absolument. Écoutez, j'étais supposée venir pendant le festif, mais bon, on sait ce qui s'est passé, ça n'a pas eu lieu. Mais moi, toujours, là, j'adore revenir dans Charlevoix, j'adore jouer pour les gens de notre coin, donc n'importe quand, j'accepte toutes les invitations. Donc, il y a un petit indice qui nous dit qu'on vous verra peut-être au festif l'an prochain. En tout cas, on le souhaite. Si vous étiez là cette année, souhaitons que vous soyez là l'an prochain. On va mettre de la pression sur l'équipe, là. On va appeler Clément Marie et on va essayer d'arranger ça. Bien, Léa Jarry, encore une fois, félicitations pour votre prix et je vous souhaite une belle année, l'année qui s'en vient suite à l'obtention de cette récompense. Et je vous dis au plaisir de vous voir à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Bien, merci, j'espère qu'on se croisera bientôt. Merci encore, au plaisir. Il y a 3 nouvelles expositions au Carrefour culturel Paul Médéric à compter de cette semaine. Et Normand Gauthier et Pascal Pelletier ont rencontré les artistes qui ont, entre autres, fait une œuvre collective dans le cadre de cette exposition. Alors, on vous présente ce reportage. Alors, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi le recherchiste du Centre d'archives régional de Charlevoix, M. Rosard Tremblay. Et aujourd'hui, vous nous présentez une nouvelle exposition qui est Marius Barbeau en Charlevoix. C'est bien ça, M. Tremblay? Oui. Bon, d'abord, bonjour Pascal. Bonjour. Et bonjour à vous à la maison qui nous écoutez par le biais de TVCO. C'est toujours un plaisir que de se retrouver devant la caméra de TVCO. Alors oui, Pascal, à nouveau, on se retrouve au Carrefour culturel, là, au niveau du centre d'archives, avec des documents anciens, des ouvrages, etc. On en reparlera. Qui traite de Marius Barbeau. Marius Barbeau, c'est peut-être un nom moins connu, hein? D'ailleurs, premièrement, c'est qui Marius Barbeau? Écoute, Marius Barbeau, c'est sûr que c'est un nom qui a pas tellement une résonance ici dans Charlevoix. Les gens qui s'y connaissent un peu dans le domaine de l'ethnologie, du folklore, connaissent peut-être le nom. C'est un type qui est né à Sainte-Marie-de-Beauce en 1883. C'est un gars qui, très jeune, a été amené au folklore par ses parents. Son père aimait la danse folklorique. Sa mère aimait la chanson folklorique. Il a été initié dès le bas âge au folklore. Donc, ça en a fait un enfant assez précoce, versé vers la culture du passé, si tu veux. Alors, il a grandi là-dedans. Il a suivi des études d'abord, crois-le ou non, avec sa mère. Il a fait son cours primaire seul, à la maison avec sa mère, parce qu'elle était institutrice, une ancienne religieuse qui était sortie de religion, d'une communauté enseignante, et c'est elle qui enseigne le cours primaire. Et après quoi, Marius Barbeau va suivre différents cours, un baccalauréat général. Il va même suivre un cours en droit pour devenir notaire. Est-ce qu'il y a certains volumes qui méritent un intérêt vraiment particulier? Là? Est-ce qu'il y a ici... Là, On a mis dans des présentoirs en plexiglas là, quelques éléments qui sont particuliers, comme le Romancero du Canada. C'est un recueil de chansons traditionnelles avec les partitions. Il a écrit les partitions de toutes les pièces, donc il est capable de les fredonner. Si on est capable de faire du solfège. Oui. OK? Alors, donc, c'est un livre de musique, si je comprends bien. Là. Oui, on a toutes les paroles et on a la mélodie. Et on est capable il y a même l'accompagnement piano. OK, Alors, on peut donc chanter des chansons comme elles étaient chantées à l'époque, ou à peu près. Ça, c'est un livre très intéressant, c'est que les enquêteurs qui se retrouvent dans ce volume-là sont pour beaucoup de Charlevoix. Okay. Alors, beaucoup de chansons dans ce Romancero du Canada là, sont d'ici, de Charlevoix. Ça, c'est un livre intéressant. Alors, la seconde exposition que je vous présente aujourd'hui
C'est une exposition de crocheté et j'ai avec moi Mme Claire Thibault qui vient ici nous présenter son travail. Bonjour Mme Thibault. Bonjour Madame. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Ça fait plaisir. Alors, le crocheté, on va parler peut-être de la technique un peu plus tard. Commencez donc par me parler de vous. Ça fait combien de temps que vous faites ça, du crocheté? Depuis 1952. Oh là là! OK. Et comment c'est arrivé dans votre vie? Racontez-moi ça. Bien, j'étais à l'atelier école Georges-Édouard Tremblay. Georges-Édouard Tremblay est à Pointe-au-Pic. OK. L'atelier école de Pointe-au-Pic. Il était d'ici, de Baie-Saint-Paul, mais il avait acheté une maison à Pointe-au-Pic. OK. Puis, au-dessus le deuxième étage de sa maison, il avait fait un agrandissement par en arrière, un atelier. Puis, lui faisait de la peinture. Ouais. Alors, on montait les peintures du monsieur. Oui. On était 7-8 qui travaillaient. On avait la peinture en avant de nous, puis la laine, tout ça, dans toute la salle autour, c'était de la laine de toutes les couleurs. OK. Alors, on allait après les murs chercher la couleur qu'il nous fallait pour le modèle qu'on avait en avant de nous. Donc, ici, on retrouve des pièces de crocheté que vous avez faites. Vous les avez fait quand, ces pièces-là? Est-ce que c'est des pièces qui sont très récentes? Bien, celles que vous avez ici, oui, sont assez récentes, parce que les pièces de M. Tremblay, ça, c'est quand j'ai arrêté l'atelier, que j'ai laissé l'atelier en 1980. De 52 à 80, j'étais à l'atelier. OK. Hey, vous avez été là quand même 30 ans, là? Oui. Alors, à 80, là, j'ai laissé l'atelier. Alors, j'ai dit... Il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de modèle. Et alors, puis, vous avez continué à crocheter, mais pour ce qui est de la vente. À l'époque, la vente se faisait sur place, là, à l'atelier école. Oui, on avait beaucoup de visiteurs, parce que M. Tremblay s'est installé à Pointe-au-Pic à cause du tourisme. OK, c'est pour ça que c'est en allé là. Les touristes, ils nous avaient découvert, là. Ils trouvaient ça beau, puis ils venaient l'en chercher. Alors, la troisième et dernière exposition que je présente aujourd'hui se nomme L'art à table. Dans le fond, c'est une exposition qui a été instaurée par le festival Cuisine, Cinéma et Confidence, qui ont invité, dans le fond, des artistes à venir faire cette exposition-là sous le thème de la table cette année. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Pierre Bouchard, qui est le coordonnateur du projet, et M. Frédéric Ouellette, un des artistes qui expose dans cette exposition. Bonjour, messieurs. Bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous au Carrefour culturel aujourd'hui. Donc, si on commençait peut-être par parler du nom de l'exposition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'art à table, le repas? Bien, l'art à table, c'est en fait la suite de l'exposition qu'il y a eu l'année passée, qui est associée au Festival de cuisine. Donc, l'art à table 2, c'est pas trop compliqué. Nous, on fait un lien avec l'art et on fait un lien avec la table. Ce n'est pas les arts de la table, c'est bien l'art qui s'attable. Et puis, cette année, on avait l'idée, je dis on est toujours avec Lucie Tremblay, la directrice du festival, pour avoir des idées. Et on voulait comme plus le préciser, ça prenait quelque chose de un petit peu plus précis. Puis là, j'avais pensé au repas, le repas. Donc, on est dans quelque chose où on est dans le territoire, mais on est comme plus dans l'intime à ce moment-là, puis la rencontre. Donc, si vous venez à l'expo, vous allez voir des faux gâteaux qui sont écrasés dans le mur. Et puis la table, en fait, c'est un projet collectif. Oui, parlez-moi de cette œuvre centrale. Oui, on a une table centrale. On avait eu l'idée de faire une table cassée, là, quelque chose qui avait mal tourné. Oui, c'est un party qui a mal tourné. 2020. Ah oui, c'est vrai. C'est 2020. Ça s'appelle La fête est finie. Ça peut être ça, mais en fait, elle est très joyeuse en même temps. Oui, tout à fait. On voit que les gens mangeaient bien, buvaient bien. Ouais. C'était certainement un anniversaire avec les chandelles. Ouais. Bien, c'est un peu comme sur l'affiche. C'est la table avec Jésus avec ses 12 apôtres. Ah oui, c'est vrai, l'affiche, c'était la dernière scène. La dernière scène, parce que tout le monde est attablé. Puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée de la dernière scène. Puis j'ai dit ça prendrait au moins 12 artistes. Et puis, finalement, on est 14. Ouais, il y en a plusieurs. On ne sait pas qui est Jésus encore, mais peut-être Lucie Tremblay. Peut-être.
Plusieurs centaines de coureurs de haut niveau s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier au Mont-Grand-Fond pour l'Ultra Trail Arikana. Des courses de 125, 80 et 65 km étaient à l'affiche, donc des coureurs de haut niveau. Puis Maxime Jaudoin était là, il les a rencontrés, puis il nous a préparé un beau reportage là-dessus. Comment ça s'est passé, le déroulement en mesure de la crise sanitaire? Là? Comment est-ce qu'on a pu ramener cet événement-là sur la carte dans Charlevoix? Oui, bien c'est sûr qu'avec les événements des derniers mois, on s'est beaucoup questionné sur la pertinence de tenir un événement de course en sentier comme le nôtre. On a tenté d'évaluer si c'était possible de le faire dans les règles de l'art, dans le contexte du COVID, pour éviter toute propagation du virus. Donc, suite à nos différentes réflexions, qui ont été nombreuses et très approfondies, disons, on a finalement décidé de couper les courtes distances qu'on offrait auparavant dans notre événement. Donc, le 5, le 10, le 20 et le 28 km qui devaient avoir lieu ont été cancellés et on s'est concentré pour cette édition-ci sur les longues distances de 65, 80 et 125, ce qui nous permet de pouvoir accueillir un moins grand nombre de participants et de pouvoir les accueillir aussi d'une façon qui est plus facile à gérer en contexte sanitaire. Le plus gros défi d'avoir un petit peu restructuré l'événement, ça a été quoi pour vous? Le plus gros défi, c'est de tout repenser pour en fait que ça ne soit plus un événement. En fait, que ça soit plus un rassemblement, mais que ça soit plutôt centré vraiment sur la compétition et la course en tant que telle. Donc, on a décidé de revenir à la base de ce pourquoi on fait des courses comme celle-là, c'est-à-dire de faire un défi dans un contexte sécuritaire, encadré avec une logistique sécuritaire. Donc, on s'est vraiment concentré sur ça, puis parce que c'est ce que les gens veulent à la base, puis c'est ce que les gens avaient envie puis avaient besoin dans le contexte actuel aussi. Donc, on s'est concentré là-dessus, puis on a enlevé tout ce qui était programmation parallèle, festif, plus culturel, puis on s'est vraiment focusé sur les athlètes, la compétition, le défi. On est tombé, disons, dans la bonne craque, là, si on veut. On est au début du mois de septembre. On le sait que tous les événements de grosse envergure avaient été annulés jusqu'au 31 août. Donc, on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir cette opportunité-là d'essayer de vivre et d'exister. On a pris le risque d'aller de l'avant jusqu'au bout, sachant qu'on ne savait pas, en fait, si on allait vraiment pouvoir tenir l'événement. Donc, personne n'avait de boule de cristal, mais on a décidé quand même d'aller de l'avant. Puis, je vous dirais que cette opportunité-là d'être parmi les premiers à pouvoir
pouvoir avoir lieu cette année nous a quand même mis une certaine pression parce que c'est sûr qu'on voulait bien faire les choses et on voulait ouvrir la voie pour les autres et non pas fermer la voie pour les autres. Donc, on est conscient que si ça se passe bien avec nous, ça va sûrement favoriser la tenue de d'autres événements. Non seulement on a la chance de pouvoir se tenir parce qu'on a une discipline qui est à l'extérieur, qui est en forêt, qui est loin des centres urbains, qui nous permet de s'étaler dans l'espace et de respecter facilement la distanciation sociale. Mais aujourd'hui, on a vraiment une journée exceptionnelle. On n'aurait pas pu rêver d'une plus belle journée d'automne, donc on est vraiment content de ce que la vie nous donne aujourd'hui. Puis, oui, donc vraiment, merci. Je m'attendais que ce soit les Morios. Les Morios, c'était la descente qui était très boueuse. Mais l'après-midi, tout le signal track était boueux et c'était vraiment difficile. Et j'avais hâte de revenir vers la montagne noire parce que là, je savais que c'était beau. Hein. Arikana, c'est vraiment pas dans mes cordes, mais c'est chez moi. Donc, c'est tellement un événement magnifique. Je me suis entraîné beaucoup cette année, beaucoup de millages, mais sur la route. Donc, j'ai fait mon millage pour l'année. Au mois d'août, j'avais autant de millages dans toute l'année 2019. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime Jaudoin, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime Jaudoin, qu'est-ce qui arrive avec le réseau du sport étudiant du Québec? Oui, un peu mauvaise nouvelle parce qu'on a annoncé qu'il n'y aura pas de sport universitaire jusqu'au 31 décembre. Donc, jusqu'à cette date-là, il n'y a absolument rien. C'est annulé. Est annulé jusqu'à nouvel ordre. Okay. Et là, ce qu'on va faire, par contre, c'est que le 15 octobre, on va se rassembler pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la programmation hivernale. Là-dessus, parce que, bon, on a annulé jusqu'au 31, mais après ça, pour l'hiver, peut-être qu'on va pouvoir voir un peu comment se revirer, tout dépendamment comment est-ce que les mesures vont aller. Mais jusqu'au 31 décembre, il n'y aura pas de sport universitaire comme tel, exception pour le cross-country, le golf et le soccer, que ça va être permis dans les collèges. Mais pour ce qui est du gros football, comme on le connaît, ça, jusqu'à nouvel ordre, c'est cancellé. Pas de saison de football universitaire cette année. Oui, malheureusement, non. Fait que la rivalité va attendre encore un peu. C'est toute une réalité. Par contre, ce qui est bon, c'est que les terrains de golf, c'est un sport individuel. Les terrains de golf ont connu beaucoup de succès cette année. Oui. C'est le cas du Murray Bay, pardonnez-moi, du golf au Manoir Richelieu. Exactement. Bon, on sait que le golf, ça a été le sport le plus populaire qui a été pratiqué cet été. Et oui, pour le Manoir Richelieu, on parle d'une année vraiment extraordinaire pour le terrain de golf. On dit que depuis juillet, il y a pratiquement quotidiennement 200 joueurs qui prennent la peine de frôler le terrain pour le jouer. Donc ça, honnêtement, pour un terrain de golf, il faut dire par contre qu'il a fait beau. Les prix ont diminué en temps de COVID et les gens aussi en ont grandement profité. Fait que ça, honnêtement, ça porte fruit. Et c'est pas encore fini parce que le terrain est encore ouvert pour un mois. Donc, d'ici la fin octobre, il y a encore du beau golf à se mettre sous la dent, même s'il commence à faire plus froid, par contre. Oui, mais les paysages sont très beaux. Il y a donc encore un mois de golf possible dans la région. Oui, absolument. C'est le temps d'en profiter avant que les grands froids arrivent. Oui, c'est le sprint de finale. C'est comme ça qu'on va le dire. Parlant de sprint, mais c'était pas des sprints, c'était des coureurs au long cours. On a vu votre reportage là, sur Arikana Trail la semaine dernière. Oui. C'est un gars d'ici qui a remporté une épreuve de fou. Le 125 km. Le 125 km. Les gars partaient à 2 heures dans la nuit. C'est pas pour dire, hein, vraiment, faut aimer se lever à cette heure-là pour faire des départs. Moi, à 2 heures du matin, j'étais dans mon 3e rêve. Là, donc, il a couru en continu. Oui. Ça a pris combien de temps faire son 125 oui. km? Alors, on parle de David Savard-Gagnon qui, lui, l'a fait en 13 h 58 minutes et 30 secondes. 125 km à la course en 13 heures. Oui, qu'il a remporté. Alors, eux partaient de Saint-Urbain, contournaient le parc des... le parc des Nationales des Hautes-Gorges et pour une arrivée au Mont-Grand-Fond.
Alors, toute une course. Puis il y a eu d'autres gagnants aussi, hein? Oui, donc il y a eu Martin Dagenet qui lui a remporté le 105 km. OK. Catherine Lemay, elle, pour le 125 du côté des dames. Parce qu'on avait un vainqueur homme et un vainqueur dame pour la grosse course. Donc, elle l'a fait en combien de temps, madame? Là, malheureusement, ici, je n'ai pas son temps. Je suis désolé, je n'ai pas OK. son temps, mais c'est elle, par contre, qui a remporté en peu Je pense qu'on parle d'une vingtaine d'heures de un peu course. plus de 20 heures. C'est le chiffre Plus qui de m'est 20 heures apparu. de course là, de son côté. Exactement. Et le 80 km, on parle de M. Antoine Jolicoeur-Desroches, qui, lui, s'est mérité la belle bannière de Alors, pour la imaginez, franchir. 65, 80 et 125 km de course, c'était vraiment des athlètes d'élite qui étaient avec nous la semaine dernière. Oui, bien là, il faut le dire, honnêtement, là, de mon côté, moi, après 4 km, je suis brûlé. Oui. Là, fait qu'on regarde ça un peu, là, oui, honnêtement, là, je leur lève mon chapeau, tout court. Donnez-nous donc des nouvelles du club de la balle molle féminine dans Charlevoix. Pouvez-vous nous donner des nouvelles là-dessus? Oui, bien, on en avait parlé dans les précédents bulletins. Donc, présentement, eh bien, c'est la Pizzeria du Boulevard qui a remporté les séries 2020. OK. Donc, on parle de 2 victoires la semaine dernière, donc des victoires de 22-3. Ça a quand même bien été. Et 6-4 pour le deuxième match. Donc, félicitations à cette équipe, la Pizzeria du Boulevard. C'est bien ça, l'équipe championne balle molle féminine Charlevoix. Et voilà, c'est fait. Bon, on a des champions. On va également connaître les champions dans la Ligue nationale de hockey sous peu parce que la série finale s'amorce. Oui, bien officiellement, on les connaît. Donc, hier, le Lightning de Tampa Bay qui a battu les Islanders en prolongation 2-1. C'est donc dire que nous aurons une finale de la Coupe Stanley entre les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay. Alors, je pense que ça va être très, très prometteur. Bon, à suivre, ça commence quand, la finale? Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce Donc, soir. premier match vendredi. Oui, absolument. 18 septembre. Oui. À suivre. Alors, ça va jouer dans la prochaine semaine, la Coupe Stanley. Ben, si on parle, mettons, minimum 4 matchs, possibilité de 7 matchs, fait que d'ici 2 semaines, c'est terminé, officiel. Puis, il y en a pour qui c'est terminé. Hein, c'est les Raptors de Toronto qui n'ont ouais. pas réussi à passer à l'autre ronde des séries éliminatoires. Ils ont été éliminés la semaine dernière. Oui, éliminé face aux Celtics de Boston. Ça a été vendredi dernier au compte de 92-87. Et moi, honnêtement, je l'avais un peu, pas prévu, mais je me suis dit, Toronto, cette année, si on a à frapper un mur, c'était contre les Celtics. Et c'est ce qui est arrivé. Quand même, on a eu un bon match, mais dans ce septième match, le faut septième dire, match, quand ultime même. match, on a eu un bon match, mais il y a eu trop de revirements qui ont coûté la rencontre face aux Raptors. Et, tu sais, les revirements, on a donné 30 points juste avec les revirements. Et quand on dit que les Celtics ont gagné avec 92 points, ben c'est un 30 points là, sur le total. C'est dur à gagner. C'est dur à gagner. Donc, on a fait du basketball de rattrapage. On a tout essayé, mais à 8 points à 4 minutes de la fin, là, au basketball, là, c'est difficile. C'est difficile. Oui. Et comme on ne peut pas parler de sport ici sans parler du Canadien de Montréal, donnez-moi donc les dernières nouvelles du Canadien, Maxime Oui, Jodoin, c'est-à-dire s'il que vous plaît. là, on est allé chercher un autre défenseur de la part du Canadien. Alors, on a échangé un choix de 5e ronde pour Yoel Edmondson, un défenseur en Caroline. Et au départ, quand j'ai vu un choix de 5e ronde, je me suis dit peut-être que c'est un joueur pour le Rocket de Laval parce que c'était pas très cher payé. Mais ce gars-là a signé un contrat de 4 ans évalué à 14 millions de dollars. Donc, on parle d'une moyenne de 3,5 millions par saison. Et c'est tout un pan de mur, ce Oui, joueur. c'est un 6 pieds 4, 220 livres. Donc, fait que là, on a la réponse. Là, je pense que le gars va jouer à Montréal l'année prochaine. Ça ne sera pas à Laval. Bon, on ajoute un pan de mur à la défense du Canadien. Oui, absolument. Espérons que ça Alors, va boucher les trous qu'on a vus tout au long de la dernière saison. oui, il y en avait des trous absolument. Donc là, on dit que pour l'an prochain, Edmondson devrait jouer avec Jeff Petrie, sur la deuxième paire des défenses. Est-ce qu'on sait... là, on va disputer la finale là, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui arrive pour la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey? Bien, c'est encore en cours. Là, présentement, on parle d'une reprise potentielle au mois de décembre. C'est pas encore sûr parce que ça va voir un peu comment est-ce que la pandémie va aller. Ouais. On parle peut-être au pire de janvier, peut-être même février. Mais là, je pense que ce qu'on va regarder par contre pour l'an prochain, c'est que là, on veut regarder si on peut avoir des gens dans les stades, les spectateurs dans les stades. Parce que le hockey, ça marche beaucoup avec les revenus des gens qui achètent les billets. Donc là, je pense qu'on va regarder vraiment si on peut accueillir les gens dans les stades. Si on peut pas, je pense qu'on va peut-être patienter le tout. Mais comme on se dit, on a dit décembre, mais c'est pas finalisé. Même on parle de janvier, février. Mais je pense que ça va dépendre, là, oui ou non, pour les spectateurs dans les arénas. Alors, c'est à suivre et on va s'en reparler la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maxime Jodoin. Merci. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine à TVCO. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine.